Bonjour à tous. Voilà, donc ici je voudrais bien refaire un peu de vidéo sur l'exercice donc de synthèse pour la partie assembleur, parce que je trouve qu'il est important pour vous que vous puissiez partir quelque part sur de bonnes bases. Donc quand on attaque ce genre d'exercice, vraiment un des points très importants, c'est de se structurer, dire correctement. Alors si je reprends ici l'énoncé, hein, attendez, donc je vais le remettre là en plus petit, voilà, ok. En fait, l'énoncé en fonction, donc si on reprend un peu les trois sous-questions, c'est qu'en fonction de l'appui, par exemple sur l'interrupteur 0, on fait une action. Si on appuie maintenant sur l'interrupteur 1, on fait une autre action, d'accord? C'est ce qu'on retrouve ici. Et si on appuie sur l'interrupteur 2, bah, vous faites une troisième action. Donc ça, c'est vraiment important déjà d'avoir une bonne vision de l'ensemble du programme. Et moi ici, j'ai envie de parcourir avec vous une manière peut-être d'aborder. Je ne vais pas vous montrer comment coder l'ensemble du programme, mais surtout essayer de vous montrer comment vous devez aborder ce genre d'exercice pour avoir une programmation claire, structurée, qui vous permettra alors d'obtenir un résultat le plus optimal possible. Alors, bien sûr, comme je vous ai déjà expliqué, j'insiste très fort sur le fait que, notamment, on a vu ensemble sur la partie tout ce qui concernait les algorithmes, je vous ai montré que ça, c'est ce PDF là que j'ai parcouru avec vous, c'est des structures qu'on retrouve quelque part dans n'importe quel type de langage de programmation, quel que soit le langage, Java, C, assembleur, tout ça, ça reste toujours la même chose. Et donc c'est très important d'avoir toujours un petit peu ce genre de mécanisme à l'esprit. Et alors, très important, donc, quand vous abordez l'exercice, c'est de réfléchir sur cette forme-là. Donc on fait alors un organigramme qui permettra de voir comment le programme doit évoluer. Alors, ce que l'on rencontre comme difficulté en assembleur, c'est peut-être de traduire ce genre d'algorithme dans le langage assembleur. Et donc c'est pour cette raison que je vous avais donné un autre document qui lui passe quelques revues type, il aborde quelques revues type. Regardez ici le si alors sinon, vous avez ici plus haut le si alors, et donc vous voyez là, je le répète, vous avez ici la structure globale de l'algorithme ainsi qu'une traduction en assembleur. Il est clair que partout où vous voyez des pointillés, bien sûr que vous devez vous ajouter aussi votre code en fonction, je veux dire, de ce qu'il vous est demandé. Voilà, ça j'insiste vraiment pour que vous puissiez quand même comprendre ce genre d'algorithme. Alors, moi ici je vais vous montrer la structure que je vous proposerai au niveau de l'assembleur. Donc, je vais quand même reparcourir rapidement le fichier de base, le fichier ASM. Alors, je continue, voilà, je l'ai déjà expliqué. Donc, structurez-le bien d'une manière propre pour que vous puissiez par la suite vraiment avoir une facilité de relecture dans vos programmes. Donc cette partie-ci, souvenez-vous, c'est la déclaration des variables. Je le répète, ici il y a deux blocs. La variable là, plus au niveau de la banque 100, donc la première banque à partir de l'adresse 100. Et vous avez ici une déclaration de variable qui, elle, porte comment je veux dire, à la partie access, donc ça veut dire en banc quelque part 0, où on ne doit pas se tracasser du BSR. Donc ça, je ne vais pas trop m'éterniser parce qu'on en a déjà parlé. Hein. Là, il y a toute une série de variables qui ont été déclarées. Je vous avoue que certaines d'entre elles ont été utilisées pour d'autres exercices. Je ne les ai pas, j'ai oublié ou je n'ai pas voulu les effacer. Donc certaines d'entre elles ne servent à rien ici. Par contre, ici, j'en ai rajouté une qui est état, qui, elle, vous allez voir, va nous servir dans le cadre de notre exercice. Souvenez-vous, varloc 1, varloc 2, varloc 3 sont quant à elles utilisées pour les temporisations. Hein, ça concernait le cours précédent. Ensuite, une fois qu'on a ceci, attendez, je reviens, j'ai oublié de vous informer. Donc là, je continue, donc je reviens à cette partie-là, pardon. Et ici, voilà, pareil, déclaration des constantes. Les define, très important. Donc là, vous définissez vos différents define en fonction de votre programme. Notamment, par exemple, ici, on fait appel à l'interrupteur 0, l'interrupteur 1, l'interrupteur 2. Je crée un define pour avoir plus facile par la suite dans le code, pour ne pas manipuler port B,RB0, mais directement le int 0. Voilà, donc ça, je vous invite vraiment aussi à déclarer ce genre de define. Ensuite, souvenez-vous
viennent les macros, hein, puisque ça vous permettait notamment d'appeler facilement des temporisations de plus longue durée. Ça, je n'y reviens pas non plus ici, je pense que ça a été vu dans l'autre cours. Ensuite, vous avez là la première instruction, donc ce qui est le vecteur de reset. Donc là, on va demander de faire un goto à la partie init. Donc ça ne change pas par rapport aux autres exercices. Et là, vous retrouvez aussi maintenant, un peu plus bas, ce qu'on appelle les sous-routines diverses, souvenez-vous. Donc tout ce qui est temporisation de base, etc. vont se trouver dans cette partie-là. Je descends. Là, je vais y revenir parce que moi, j'ai ajouté des nouvelles sous-routines, action 1, action 2, etc. Nous y reviendrons. Et vous avez bien sûr la partie initialisation. Je vous rappelle, cette partie-là vous permettra d'initialiser certaines parties du microcontrôleur et on y reviendra bien entendu plus pendant la boucle puisque une fois qu'on aura fait l'initialisation, après nous resterons dans le programme principal. Donc voilà, donc la partie init, c'est vraiment quelque chose qui se fait une seule fois au démarrage du microcontrôleur. Vient ensuite la partie, donc le début du programme principal qui lui, regardez, une étiquette start underscore. Et bien entendu, beaucoup plus bas, vous allez retrouver un go to start underscore. Donc ça représente la boucle générale de votre programme. Alors ici, c'est là que commence un petit peu la réflexion sur la structure. Puisque l'objectif ici, c'est de faire à votre programme des choses différentes en fonction de l'appui sur un interrupteur. Donc ce que je vous propose ici, c'est peut-être déjà de dire que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, il faudra probablement mémoriser l'état de l'interrupteur pour que, une fois appuyé sur cet interrupteur, le programme lui continue, son fonctionnement tout en ayant gardé en mémoire le fait que vous ayez appuyé sur l'interrupteur par exemple 0. Pareil, si vous appuyez sur l'interrupteur 1, il va aussi falloir sauvegarder cet état-là. Donc ici, moi je vous propose comme structure cet algorithme-ci. Donc vous voyez que, par exemple, si nous sommes dans une certaine condition, on fait une action donnée. Si ce n'est pas le cas, on va tester la deuxième condition, on fait l'action donnée liée. Donc là, en fait, j'aurais dû mettre condition 1, condition 2, condition 3, ainsi de suite, action 1, action 2, action 3, pour une question de clarté. Je pense que vous pouvez le comprendre. Et donc, je vais simplement utiliser ces structures-ci pour, quelque part, lire si, par exemple, l'interrupteur 0 est activé. Si c'est le cas, alors, par exemple, je vais mémoriser cet interrupteur dans une variable. Si ce n'est pas le cas, je vais tester si par exemple l'interrupteur 1 est activé. Si c'est le cas, je vais alors mémoriser cet état dans une variable par exemple. Et ainsi de suite. Et donc là, je vais vous montrer la traduction maintenant en assembleur. Alors là, vous pouvez, donc j'ai simplement mis ici des étiquettes, c'est pour pouvoir vous y retrouver dans votre programme. Donc ici, je vais faire, regardez ici le BTFSS 1.0, souvenez-vous, le 1.0 il a été défini plus haut, donc c'est bien le bit RB0 du port B. Donc ça veut dire que si celui-ci est à 1, qu'est-ce qu'on fait? On saute cette instruction-ci. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je vais simplement mettre un 1 dans W et je vais mémoriser ou mettre cette valeur numéro 1 donc dans la variable état. Ceci permettra en fait de mémoriser quelque part l'état dans lequel on se trouve, puisque j'ai envie, à la limite, pour chacun des interrupteurs, on pourrait très bien se dire, si j'appuie sur l'interrupteur 0, je suis dans un état que je vais baptiser 1, ça veut dire que je vais exécuter un certain nombre de choses. Si par contre j'appuie sur l'interrupteur numéro 1, je peux me retrouver par exemple dans un état numéro 2, donc je vais réaliser une autre action. C'est comme ça que je mémorise quelque part l'état de l'interrupteur. Donc je stocke ça dans la variable état. Donc si je reprends l'exercice, si je n'appuie pas par exemple sur l'interrupteur 0, je ne vais pas sauter la ligne suivante, donc du coup je vais faire un branchement sur l'étiquette interrupteur 1. Et c'est là que je vais alors faire mes tests successifs pour vérifier justement sur quel interrupteur nous avons appuyé. Ainsi de suite pour les trois états. Et une fois que vous avez cette partie-là, même si vous relâchez votre interrupteur, vous allez voir que votre état finalement sera mémorisé, puisque si je relâche tous les interrupteurs, 1.0, 1.1 et 1.2, on ne modifiera jamais la valeur de état, donc il mémorisera la valeur précédente. Ensuite, une fois que vous avez fait cette partie-là, l'idée maintenant va être de se dire, tiens, en fonction de l'état choisi, par exemple l'état 1, l'état 2, l'état 3, excusez-moi, je vais alors exécuter
une autre opération. Alors ça, je vais reprendre, si vous voulez, ici la partie, attendez, voilà. Donc ici, j'ai décidé du style de dire, ben voilà, je fais un test successif, un peu comme cet algorithme qui est représenté ici dans le document. Ben, données égale valeur 1. Donc ici, par exemple, je vais faire, est-ce que état vaut la valeur 1? Si oui, ben je passe par exemple à l'action numéro 1. Donc je vais dire, je vais exécuter une portion du code, donc une portion de l'exercice qui va simplement gérer la partie 1 de l'énoncé. Si ce n'est pas le cas, donc si état par exemple vaut 2, je vais me retrouver ici. Et donc là, par exemple, je pourrais activer et réaliser l'action 2. Imaginons que lorsqu'on démarre le programme, état va valoir 0, puisqu'on va simplement l'initialiser au démarrage à la valeur égale à 0. Par exemple, on se rend compte que si état ne vaut ni 1, ni 2, ni 3, par exemple, on fait une action par défaut qui, par exemple, dans notre cas, ne fera rien du tout. Mais au moins, ça vous permet que lorsqu'on fait tous les tests successifs, si on ne rencontre pas une égalité, enfin, du moins si le test n'est pas positif, alors on peut faire une action par défaut, on peut imaginer plein de choses, mais dans ce cas-ci, on pourrait très bien ne rien faire. Et donc cette structure-ci que vous voyez là, je vais simplement vous montrer comment on pourrait la traduire. Donc l'idée en fait ici, c'est de tester bien entendu la valeur de état. Donc regardez, je mets état dans W, je soustrais W avec la valeur 1, et en fonction du résultat, puisque BZ c'est branch, si ça vaut 0, ça veut dire que si je soustrais, si état vaut 1 par exemple, et je soustrais avec 1, je vais bien voir le résultat comme étant égal à 0. Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais? Je saute à l'action numéro 1. Et donc je reviens moi ici sur le PDF. Vous voyez bien que par exemple, si le premier test ici est vrai, je saute à l'action numéro 1. Ainsi de suite. Si ce n'était pas le cas, je peux faire le test. Donc je teste si état vaut 2, vous l'avez compris, ainsi de suite. Et c'est là que vous voyez ici que si je n'ai toujours pas de résultat, si je teste avec 3, je peux très bien sauter à une étiquette que j'appellerai défaut, qui sera vraiment dans laquelle on pourrait retrouver une action à faire dans le cas où on n'a aucune valeur, dans le cas où état n'est pas égal ni à 1, ni à 2, ni à 3. Alors ça vous permet simplement, cette partie de code correspond à cette partie de l'algorithme. Ça veut dire qu'on fait des tests successifs et on va appeler les actions respectives en fonction des tests. C'est là que vous faites bien ici les tests et vous appelez là, regardez, vous allez sauter action numéro 1, action numéro 2, action numéro 3. Et cette partie va se retrouver, si vous voulez, plus bas dans notre partie bien séparée du reste. C'est là que dans action numéro 1, c'est là que je vous invite très fortement, c'est à faire justement des sous-routines, ça je vous l'ai déjà expliqué, pour une question de propreté, de clarté et d'efficacité, vous devez utiliser un maximum les sous-routines. Donc ça veut dire que action numéro 1, ça pourrait très bien se traduire par une seule instruction, par exemple, mais ça pourrait aussi se traduire par 500 instructions, ce qui veut dire que de ce fait-là, dans cette structure de l'organigramme qui est ici, vous allez voir que quelle que soit la taille de l'action numéro 1, donc la taille de la sous-routine, vous aurez toujours la même structure claire et facile à comprendre. Donc une fois que vous avez fait ici par exemple un saut BZ action 1, vous vous retrouvez ici. Ça veut dire que là, vous vous retrouvez, donc quand je fais ici call action, ça correspond au niveau de l'algorithme à vraiment le début de ce rectangle-ci action 1. Donc là, vous allez alors appeler la sous-routine action 1. Et cette sous-routine action 1, dans notre cas, on va y remonter, regardez, ici action 1, je vais faire un petit test, c'est le clignotement de l'afficheur. Vous voyez que j'efface donc c'est-à-dire que je vais effacer toutes les lettres, j'attends un certain temps, ok. Alors, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, ici donc la manière d'utiliser la temporisation, puisqu'on sait que on va éteindre les lettres, on va attendre un certain temps, les réallumer et ensuite réattendre un certain temps, donc le même temps et les rééteindre, etc. Vous savez que pendant ce temps-là, dans la manière avec laquelle on a effectué les tempos jusqu'à présent, je vous ai dit, on n'était pas du tout dans une forme élégante, puisque pendant tout le temps où on est dans cette tempo,
où on va consommer un certain nombre de cycles machines, on va pouvoir ne rien faire du tout. Ça veut dire que même si vous appuyez sur l'interrupteur, tant concernant cette temporisation, vous ne le verrez pas. Et donc vous allez voir quand vous allez tester votre programme, vous allez devoir laisser votre doigt un certain temps sur l'interrupteur pour être sûr de bypasser ou du moins de terminer la sous-routine action 1, puisqu'on sait qu'une fois qu'elle sera terminée, on pourra repasser dans la boucle pour lire de nouveau l'interrupteur. Donc ça, je le redis, ce n'est pas du tout la bonne manière de faire si on veut vraiment un programme qui soit vraiment bien optimisé. Mais comme je l'ai expliqué, il y a une autre manière de réaliser des temporisations, d'une part plus précise et surtout ne pas avoir des tempos qui vont permettre de caler le programme un certain temps, mais d'utiliser les interruptions. Mais comme je l'ai évoqué, soit vous pouvez déjà vous intéresser aux interruptions maintenant et intégrer tout cela dans la partie ASM, ce serait vraiment très bien pour vous, mais de toute façon les interruptions seront également abordées dans la partie C du cours. Donc là ainsi vous aurez comme ça un aperçu de l'ensemble du système. Donc voilà, ici je pense que pour cet exercice vous pouvez maintenir tout de même cette manière de faire au niveau des temporisations, mais je le répète, ce n'est certainement pas la manière la plus optimale. Donc je vous inviterai à bien réfléchir à cela dans la partie C. Je mets toutes les lettres et j'attends un certain temps. Puis quelque part après je fais ici un return. Alors une fois que vous avez cela, je reviens ici dans là. Une fois que j'ai fait ici quelque part mon action 1, qu'est-ce que je fais ici? Je fais un bras, donc un branchement, fin test des états. Pourquoi est-ce que j'ai fait un fin test des états? Parce que sur votre organigramme ici, ok, vous voyez que après chacune des actions, action 1, action 2, action N, action 3 dans notre cas, on revient à cet endroit-ci, qui quelque part, c'est la fin de tout le système. C'est la fin du test de branchement ici. Et donc c'est pour cette raison que là, je fais ici chaque fois fin test état qui se retrouve ici. Alors là, vous comprenez bien que j'ai simplement ici un op, simplement pour dire, on pourrait ajouter aussi certaines choses. Donc ça veut dire que dans notre cas, nous, on ne fait plus rien puisqu'on a fait le test. Et donc, j'arrive ici, finalement, le NOP ne fera rien, donc il ne sert à rien, on est bien d'accord. Et alors ici, fin, l'étiquette, pour l'instant, elle est mise parce qu'on ne sait jamais qu'on voudrait directement sauter à l'étiquette fin, mais elle ne nous ennuie pas pour l'instant. Ici, je fais un go to start underscore et je recommence bien quelque part tout le processus. Et donc, en fonction maintenant de l'appui sur un nouvel interrupteur, vous allez voir que état va changer de valeur et vous allez vous retrouver vous allez appeler une autre action. Donc là, bien entendu, moi je vais vous laisser, donc je vous ai donné l'exemple de la première action, mais je pense pas non plus, donc je ne peux pas non plus réaliser tout l'exercice entièrement. Ici, j'insiste vraiment, c'est sur la manière donc d'aborder les choses. Mais pour illustrer tout cela, je vais alors, et ça comme je vous invite toujours à le faire, c'est de simuler, de bien comprendre comment votre programme fonctionne. Et donc ici, on va, comme à l'habitude, tester le programme. Donc, je vous remonte ici brièvement comment fait-on ce genre de simulation. Donc pour information, moi je vais d'abord le tester par le simulateur. Donc clic droit, Properties, et vous allez sélectionner ici Simulateur. Par contre, il faut être très prudent, on n'a pas encore vu ça ensemble. Il va y avoir cocher une autre option parce que sinon vous allez voir qu'on ne saurait pas faire toute la simulation de l'exercice. Donc vous cliquez ici sur Simulateur et vous allez là regarder dans Debug. Et dans Debug ici, en fait, vous avez Enable Debugging. Je pense que par défaut chez vous, ce n'est pas coché. Donc je vous invite à cocher ça, faire Apply et faire OK. Vous compilez votre travail. Vous voyez qu'ici normalement il n'y a pas de problème. Je vais vous demander aussi c'est de lancer le debugger. Donc je vais mettre simplement moi ici un breakpoint par exemple sur le premier test, BTF SS IN0. Donc si moi je vais lancer le debugging, donc là je pense que c'est parti. Vous voyez bien que l'autre programme ici est arrêté à cette ligne là. Donc si j'exécute le code, vous allez voir que voilà, j'exécute. Donc là je fais simplement ici regarder un run, donc il ne s'est rien passé. Maintenant si je fais au pas à pas, regardez, donc je vais faire ceci. Bon, voilà. Que se passe-t-il? Comme je n'appuie sur aucun interrupteur,
on ne retient rien, donc c'est-à-dire qu'on passe sans cesse dans le programme. Et donc maintenant, simplement, je vais vous montrer la variable état. Vous voyez qu'elle vaut bien 0. C'est la valeur, regardez, que j'ai initialisée au début du programme. Ça, je veux dire, je ne vais plus trop y revenir non plus, la partie init. À vous de placer les lignes de code nécessaires au bon fonctionnement. Ben, voilà, la variable état, je l'efface au démarrage. Simplement, je vous invite aussi à aller revoir ici la datasheet à la page 129, puisque là, vous allez voir qu'il y a des explications, souvenez-vous, c'est pour mettre certaines pins du Power B en mode digital. Vous allez voir que cette fois-ci, il faut utiliser le ANS cell, enfin AN cell H, qui est le registre en question, pour pouvoir faire ce genre, enfin pouvoir paramétrer le pic comme vous avez l'envie, notamment ici, mettre les pins du Power B en mode digital. Ça, je vous invite à aller revoir la datasheet, page 129. Alors ensuite, ben voilà, on est on est au début du programme. Maintenant, une nouveauté que je dois vous montrer, c'est que pour simuler, si vous voulez, l'appui sur un interrupteur, comme vous avez affaire à une ressource, si vous voulez, extérieure, donc ça veut dire de modifier l'état d'une pin du pic, vous devez passer par un autre outil que vous retrouvez dans Windows. Attendez tous, je ne sais jamais, où est-il? Voilà, pardon, excusez-moi, Simulator, et vous allez dans Stimulus ici. Donc, je répète, Windows, Simulator, Stimulus. Et vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, qui ressemble à ceci. Et dans cette fenêtre-ci, ce qui est pas mal fait, c'est que vous pouvez alors en fait choisir ici des pins de votre microcontrôleur et de pouvoir en modifier la valeur. Donc dans notre cas, nous allons choisir RB0, RB1. Alors vous pouvez aussi choisir ici une action. En fait, le toggle, c'est qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur la petite flèche ici, ça va simplement changer l'état de la pin. Et ça va vous permettre quelque part de simuler l'appui sur un des boutons poussoirs. Donc je vais mettre ceci. Donc là, pour l'instant, nous avons vu que on n'avait encore rien appuyé, donc il ne se passe rien dans le programme. Regardez ici, je vais cliquer une fois sur le Fire qui était ici. Et si vous regardez bien là, je vais continuer mon programme. Regardez, je fais ici un step. Et là, vous voyez que il ne se passe toujours rien. Parce qu'en réalité, il n'a pas pris encore l'information. Donc là, je continue à faire le run. Sinon, si je fais ceci, voilà, vous voyez, donc là, j'ai fait un tour. Simplement, parce que le simulateur a dû, si vous voulez, tenir compte d'un cycle pour prendre en compte l'action sur la petite flèche Fire de mon stimulus. Donc, je pense que ça, vous pouvez le comprendre. Simplement, quand j'étais là tout à l'heure, il n'a pas pris cette action directement. Là, maintenant, si vous allez voir dans la partie variable, là je vais descendre, je vais vous montrer là, je vais aller voir par exemple le port B. Vous voyez bien que le bit 1, le bit 0 du port B est bien passé à 1, donc ça correspond bien à l'appui sur l'interrupteur 0. Si je suis dans ce cas-ci, hein, vous avez bien vu, donc j'ai sauté l'instruction bras interrupteur 1, donc je vais mettre dans état la valeur numéro 1. Voilà, je vais mettre la valeur 1 dans état. Et ça, vous pouvez voir que état vaut bien 1. Je poursuis mon programme, je continue, donc tout ça, il ne se passe rien. Et c'est là que maintenant, regardez, je vais ici faire un test, donc je vais avancer. Je vais ici soustraire 1 de état, et là, vous allez voir que je suis bien, vous allez voir que là, vous voyez qu'ici le bit Z qui est là de status, avec ma souris, vous voyez ici en haut, est bien à 1, puisque le résultat vaut bien 0. Et donc là, si je continue en mode pas à pas, regardez, je viens sauter, si vous voulez, ici dans l'étiquette action 1. Et maintenant, donc dans l'action 1 ici, je vais bien exécuter quelque part une partie de mon programme qui correspond à l'appui de l'interrupteur 1, l'interrupteur 0, pardon. Et donc, si maintenant j'appelle cela, je rentre dedans, donc là j'avais mis ici un breakpoint, je continue, donc là vous allez effacer tous les bits A, enfin tout le port A, attendre un certain tempo, le mettre à 1, etc. Donc là, vous allez quand même exécuter le clignotement des lettres correspondant à l'afficheur 7 segments. Maintenant, une fois qu'on est là, bien sûr, nous allons repartir à faire un test état. Et puis, alors à ce moment-là, je peux continuer maintenant le programme. Et donc, j'ai beau, maintenant, je n'appuie plus sur rien du tout. Et donc, je vais continuer. Voilà. Alors, attendez, ici. Ok, donc là, il ne se passe bien sûr rien du tout.
Et si je reviens, je vais mettre ici un breakpoint. Voilà, donc je vais faire ceci. Et vous voyez bien que là, donc je vais pas mettre le breakpoint là-bas. Mettre le breakpoint ici. Voilà, et donc je reviens bien chaque fois, regardez, dans l'action 1. Ok, donc là je vous invite à faire le test avec donc les deux autres, enfin l'autre interrupteur, pour vous permettre comme ça de voir si vous êtes en mesure de changer quelque part, donc action 1, action 2, de voir si vous sautez bien au bon endroit dans le programme. Par contre, ici, ce que je voudrais bien vérifier, c'est que le port B est toujours, regardez ici, à 1, donc je vais reprendre les stimulus, et donc ici, je vais cliquer une fois, regardez, sur toggle. Là, vous allez voir qu'il doit repasser, regardez, il repasse ici à 0, ça ne changera bien sûr rien du tout, et le programme, lui, pourra continuer, je veux dire, son fonctionnement normal. Donc là, je vous invite bien sûr à refaire le test, cette fois-ci en utilisant le stimulus et en activant bien entendu maintenant la pin RB1, de voir un peu si vous allez à une autre partie du programme. Donc voilà, je ne peux pas bien sûr aller jusqu'au bout de l'exercice parce que sinon ça n'aurait plus de sens. Voilà, j'ai essayé vraiment de vous montrer une structure qui n'est pas la seule structure unique, hein. C'est un exemple, mais c'est vraiment pour vraiment vous montrer qu'il faut bien décomposer votre programme en des parties bien distinctes parce que vous ne pouvez pas, je vous invite vraiment à avoir une structure très propre pour vous permettre justement d'avoir quelque chose qui tienne la route et qui soit, je veux dire, facilement débuggable, facilement compréhensible, etc., etc. Voilà, j'espère que ces quelques explications vont vous permettre quelque part d'avoir une vision peut-être plus claire sur la suite de l'exercice et voir un peu une manière bien ficelée pour réaliser ce genre de programme. Voilà, mais n'hésitez pas à revenir vers moi pour des questions, soit en commentaire ou alors de vive voix en classe. Et je vous souhaite donc un bon travail. À bientôt.